LCQ, épisode spécial NordSec. Je suis avec Gaëtan et Guillaume. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc je suis Gaëtan, je suis Cyber Security Researcher à GuideGuardian et ça fait 2 ans que je travaille dans cette boîte. Avant, j'ai un passif dans la sécurité offensive, j'ai fait pas mal de Red Team et ouais, c'est moi. Et moi, c'est Guillaume, j'ai le même poste que Gaëtan. Je suis arrivé à peu près en même temps que lui, donc il y a 2 ans chez GuideGuardian. Ça fait un petit paquet d'années que je suis dans le milieu. Je travaillais pour l'ANSSI en France, qui est notre agence nationale de cybersécurité, et puis d'autres sociétés. Et puis je suis aussi connu parce que je suis le mainteneur d'un logiciel qui s'appelle Scapy, que peut-être certains d'entre vous utilisent. Et puis que comme on est entre francophones, je peux aussi parler d'un autre travail que je fais. Je suis éditeur en chef du magazine MISC, qui je crois est distribué aussi ici. Et puis voilà, c'est moi Guillaume. Très intéressant. Vous êtes venu présenter au NordSec sur le fait que de votre mission de votre entreprise, vous aviez récolté des secrets. Beaucoup. J'ai même été étonné par le volume qui a été mentionné. Et vous avez décidé de faire une recherche à qui appartenaient ces secrets-là, parce que par le face même, c'est pas facile. Donc, il y avait un tas de liens. Et vous avez ensuite contacté les différentes sociétés à qui sont propriétaires de l'autre partie du secret, finalement. Et donc, je vous laisse amorcer là-dessus, de parler un peu, puis j'irai avec des questions. Ouais, alors le talk qu'on a donné ici se focus sur une catégorie spécifique de secrets qui sont les clés privées. Les clés privées cryptographiques telles qu'on peut les utiliser quand on fait du chiffrement asymétrique, donc clés privées RSA, etc., qui posent un vrai problème en termes d'attribution, contrairement à des secrets plus classiques, entre guillemets, type des clés AWS ou ce genre de choses, où on va pouvoir assez facilement finalement retrouver le propriétaire en allant interroger les services. La clé privée a ça de particulier qu'elle est associée à aucune identité. En fait, c'est des nombres. En fait, c'est juste un objet mathématique qui a des propriétés cryptographiques. Et sur le papier, une clé privée, on peut l'utiliser pour faire plein de choses différentes. On peut l'utiliser pour se connecter sur un service SSH. On peut l'utiliser pour protéger son site web avec TLS. Et ça, en fait, c'est des choses qu'on n'est pas capable de connaître en regardant simplement la clé privée. Et en fait, notre recherche, elle partait vraiment de là. C'était vraiment réussir à catégoriser ces secrets qu'on avait du mal à faire parler autrement. Et en particulier, trouver à quel genre de service ils pouvaient éventuellement être accrochés et à qui ils appartiennent. Alors, il y aurait d'autres techniques qui marchent de temps en temps pour trouver le propriétaire d'une clé privée, ou si ce n'est le propriétaire à quoi elle sert, c'est le nom de fichier. Et donc, pour y avoir écrit, par exemple, nordsec.io.key. Ça donne des petits indicateurs, mais de temps en temps, on va trouver sur localhost.key, et puis dans le pire des cas, c'est private.key. Et donc, dans ces cas-là, on peut rien en faire. Et c'est pour ça qu'on a essayé de prendre un petit peu une abstraction supplémentaire en se disant, est-ce qu'on est capable de trouver une technique très générique pour nous permettre de savoir quoi servent ces clés? Et c'était vraiment le point de départ de cette recherche-là. Et justement, c'est comment avez-vous réussi à faire cette liaison-là et comment retrouver les propriétaires de cette clé-là, étant donné qu'il n'y a aucune information facilement identifiable dans les fichiers que vous avez récoltés qui permettent de facilement identifier, puis justement pour avoir généré un nombre de clés privées, effectivement, c'est private.key, puis ciao bye, on s'arrange avec ça, advienne que pourra, là. Mais dans le contexte, comment vous avez réussi justement à retracer les 10 propriétaires de ces clés-là? En fait, l'idée d'origine qu'on a eue, c'est de se servir d'une base qui est publique et que certaines personnes connaissent peut-être déjà, qui est la base de transparence de certificats, en anglais Certificate Transparency Logs, qui a un mécanisme relativement récent de l'infrastructure X509, qui date de 2015. Pour faire très court, chaque fois qu'une autorité de certification émet un certificat aujourd'hui, elle doit journaliser cette émission et ranger le certificat dans ce qu'on appelle les logs de transparence, qui sont opérés par des gens indépendants, qui sont assez souvent d'autres autorités de certification. Et ces journaux-là, en fait, du coup, vont contenir la liste de tous les certificats qui ont été émis depuis la création du mécanisme. Et ils sont publics. Donc, en fait, on peut entre guillemets facilement télécharger le contenu de ces logs et s'en servir pour remapper les clés privées. En fait, l'idée générale pour faire ce mapping, c'est qu'une clé privée, elle contient aussi des informations sur la partie publique qui est souvent nécessaire, y compris pour faire le déchiffrement.
Et donc, on peut réussir à extraire les parties publiques des clés privées et ensuite à les mapper aux parties publiques qui vont être stockées dans les certificats. Et ces certificats, dans le cadre de TLS, ils font eux-mêmes un mapping entre une clé publique et une identité, qui est bien souvent le nom du site qu'ils vont protéger avec TLS. Et donc ça, en fait, c'était un peu la ressource en or pour nous, c'est-à-dire qu'on avait une base énorme de clés publiques associées à des identités qu'on était capable de, en théorie, mapper sur les clés privées qu'on avait, nous, à disposition. Et c'est là-dessus qu'on est parti pour réussir à catégoriser nos clés privées. Et donc, pour synthétiser tout ça, on a une base de données de clés privées et il fallait qu'on trouve cette base de données de certificats ou d'éléments publics qui pouvaient permettre de faire le matching entre la clé privée et la clé publique. Donc, facilement, ce qu'on peut faire, on prend une clé privée, on lui applique quelques commandes, du Python, du Go, et on va extraire la partie publique, que dans le cadre de RSA, on appelle le module. Et puis, la façon simple d'avoir un identifiant stable de tout ça, c'est de faire un hash. Et donc, on a choisi SHA-256. Et ça, on passe de la clé privée à notre identifiant. Et on peut faire la même chose depuis le certificat. On va extraire le module, la partie publique, calculer un hash. Et une fois qu'on a une base de hash de clés privées et une base de hash de certificats, on peut faire ce qu'on appelle une jointure et les comparer. Et la problématique qu'on avait pour cette recherche, c'est quelle est cette base de certificats. Donc la réponse, c'est Certificate Transparency. Et Gaëtan a regardé, il a fait des petits POC. Ça se passe très bien, il y a des protocoles, tout est spécifié. Et puis il a validé que notre idée était bonne. Mais alors, ce qui est assez rigolo dans cette recherche, c'est que c'est un petit peu. Tout s'est accéléré à une conférence qu'on a fait l'année dernière qui s'appelle Pass the Salt à Lille, en France. Et il y avait des gens qui parlaient de Certificate Transparency. Et ces gens, c'est finalement les gens avec qui on a commencé cette recherche chez Google, qui ont dit faites attention parce que ces logs Certificate Transparency sont très coûteux à opérer. Et là, il y en a plusieurs qui vont être mis hors ligne. Et ce que ça signifie mis hors ligne, c'est que cette Certificate Transparency, aujourd'hui, l'utilité, c'est que qu'un navigateur puisse s'assurer que le certificat a été émis de toute bonne foi par une autorité, mais à partir du moment où le certificat a expiré, il n'y a plus aucun intérêt à avoir les logs. Et donc, ce que ça veut dire des logs hors ligne, c'est que tous les logs dans le passé, 2020, 2021, etc., on ne pouvait plus y avoir accès. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était ce côté vraiment très historique du dataset, et pas seulement ce qui était valide l'année dernière en août-septembre. Et donc, c'est là où on s'est mis à discuter avec Google pour faire ce partenariat. Et eux, simplement, on leur a fourni une liste d'empreintes de clés, de hash, et ils ont fait la même chose. Ils ont regardé dans leur log de Certificate Transparency. Donc, eux, ils ont une énorme base de données dans une base propriétaire de chez eux qui s'appelle BigQuery. Et en retour, ils nous ont renvoyé les certificats correspondants. Et c'est là qu'on a commencé à faire de l'analyse de données. Sur le nombre total de certificats que vous avez, est-ce que vous avez eu un nombre ou un ratio de correspondance assez élevé ou ça a été plus moyen? Alors, si on prend notre dataset de clés privées, celui sur lequel on s'est basé fin 2025, il contenait 1 million de clés privées distinctes. Sur ce million de clés privées, on a récupéré 42 000 qui correspondaient à des certificats qui avaient été émis par des autorités de certification. Ce qui est un chiffre qui peut, sur le principe, paraître pas si important, comparé au million duquel on est parti. Mais il faut se rappeler, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les clés privées peuvent être utilisées pour plein de choses différentes, et pas uniquement pour faire du TLS. Et donc, en fait, dans notre set d'un million de clés, il y en a la grande majorité qui sont en fait soit jamais vraiment utilisées, soit qui sont utilisées par des projets qui vont être des projets personnels qui n'ont pas de certificat associé ou qui vont être utilisés pour faire du SSH, donc, qui n'ont rien à voir avec des certificats qui ont été émis par des autorités de certification. Autre chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il peut y avoir des certificats qui sont émis par des autorités privées, type des autorités corporate, qu'on utilise très souvent en milieu d'entreprise, quand on a sa propre autorité de certification, et ceux-là apparaîtront jamais dans les logs de certificat de transparency. Donc au final, le nombre n'est pas si restreint si on garde ça en tête. Et quoi qu'il en soit, 42 000 clés privées qui correspondent à un certificat qui a un jour été trusté, ça reste relativement important, sachant que ces 42 000 clés étaient associées à un peu plus de 140 000 certificats, c'est-à-dire que plusieurs des clés avaient été utilisées pour émettre plusieurs certificats, ce qui donne aussi une certaine durée d'exposition, une durée de vulnérabilité qui est aussi plus importante. De ce nombre-là, puis là,
on ne l'a pas mentionné, mais justement, le million, vous l'avez retrouvé comment? Parce que c'est un peu la fonction même de votre société. Je pense que ça peut paraître, ça ferait plus imaginaire, mais comment vous allez les chercher? Je fais juste un petit retour arrière. Ça, c'est l'activité, on va dire, historique de notre société de Guardian, où Éric Fourier, le fondateur, est parti du constat que des gens allaient hardcoder des fichiers, ou je sais pas comment on peut dire en français plus correct que le mien, mais inscrire en dur des fichiers et puis les publier sur GitHub. Donc c'était vraiment l'idée de la création de la société, et il s'est dit pourquoi pas aller récupérer tout ça sur GitHub et chercher des secrets. Donc on a un moteur de secrets propriétaire que Rick et d'autres ont développé depuis. Et ça, c'est notre activité qu'on appelle public monitoring. Et si demain, tes auditeurs mettent un secret en dur dans GitHub, il est fort probable qu'ils reçoivent un email de Geek Guardian, parce que c'est notre mission première sur ce service public. Public monitoring, ça va être ce qu'on appelle Good Samaritan. On vous avertit que vous avez hardcodé ou leaké un secret. Ça, c'est notre activité. Et on fait aussi la même chose sur d'autres sources de données, typiquement sur Docker Hub, où on va récupérer en live les images Docker qui sont publiées et trouver des secrets. Donc tout ça, ça nous donne une base de données de documents et de secrets sur lesquels on peut travailler. Et c'est finalement notre activité quotidienne avec Gaëtan, d'essayer de trouver, de faire parler des secrets un peu différemment. Alors avec un objectif qui est principalement de faire évoluer notre produit et la qualité des détections qu'on donne à nos clients, sur le périmètre privé par exemple. Là, à partir des 42 000 que vous avez réussi à avoir un appariement avec la partie publique, donc de savoir qui sont propriétaires, qu'est-ce que vous avez fait avec cette information-là? D'abord, la première chose qu'on a fait, c'est essayer de savoir lesquels étaient encore valides au moment de l'analyse. Parce que du coup, les 42 000 clés correspondaient à 140 000 certificats, comme je disais, et qui ont été valides au cours du temps, donc qui correspondent à un certificat dans la base historique. Ça ne voulait pas dire que toutes ces clés-là étaient encore associées à un certificat valide au moment de l'analyse, donc en septembre 2025, quand on a fait l'analyse. En fait, on a passé tout ça dans une moulinette de validation de validité, drôle de formulation, mais des certificats. Et on a trouvé 2600 clés associées à un certificat qui était valide à ce moment-là. Et donc, nécessairement, une fois qu'on a eu ces 2600 qui correspondaient à la partie critique du mapping qu'on avait pu faire, qui correspondaient à des services qui étaient vulnérables au moment de l'analyse, on a essayé de faire ce qu'on appelle de la divulgation responsable, responsible disclosure. Donc, on a essayé de contacter les propriétaires de ces clés pour leur remonter le problème. Ce qui n'a pas forcément été aussi simple qu'on pourrait le croire. Le petit côté un peu difficile, c'est que les certificats, ils associent une clé publique à un nom d'hôte, mais qui, lui, doit ensuite être attribué à une entité, un détenteur, un possesseur, qui peut être une entreprise, un individu chez lui. Et ce mapping-là, il est encore un peu difficile. Alors, on passera les détails, mais on a utilisé des techniques d'intelligence open source pour essayer de retrouver les entreprises. On en a trouvé, on en a associé 600 à 1300 des certificats, donc 50% des certificats valides. Et là, donc, on a commencé à les contacter. C'est ça, vous avez commencé à les contacter. Puis je pense que là, c'est le plus croustillant de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que juste de mon expérience professionnelle, quand on contacte des compagnies avec de l'information qui peut être embarrassante ou à la limite embarrassante, les réactions sont très variées. Puis j'imagine qu'il va y avoir beaucoup d'éléments croustillants associés à ça. Déjà, le premier élément croustillant, c'est que, grosso modo, personne n'a répondu. C'est-à-dire qu'on a envoyé l'équivalent de 4300 emails, différentes adresses au sein des entreprises pour essayer de ratisser large, entre guillemets, et de réussir à trouver quelqu'un. Donc, ça veut dire on contacte security, le nom de l'entreprise, ce genre de choses, quand on n'est pas capable de trouver un meilleur contact. Donc, on a envoyé 4000 mails à 600 entreprises et on a récupéré 54 réponses. À peu près 9% des entreprises ont répondu. Donc ça, c'était le premier côté un peu surprenant, c'est qu'apparemment, les autres 91% n'en avaient pas grand-chose à faire. Il y a probablement une partie qu'on n'a pas réussi à véritablement contacter, mais même si on prend uniquement le sous-ensemble des entreprises pour lesquelles on avait une certitude quasi à 100% de l'adresse à laquelle on envoyait notre email,
on n'a que 36% de réponses. Donc même si on restreint vraiment et qu'on essaie de chercher les excuses, ça reste très faible en termes de taux de réponse. Et donc le deuxième côté croustillant, c'est que quand on a reçu des réponses, dans beaucoup de cas, ces réponses, elles montraient une seule chose, c'est que les gens en face ne comprenaient pas vraiment ce qui se passait, n'avaient pas vraiment de compréhension de ce qu'était la différence, par exemple, entre une clé privée et un certificat, des gens qui pensaient que le certificat, c'était un peu la partie privée et qui nous ont dit pas de problème, on a changé le certificat, donc on est bon. Ce qui marche pas du tout. On a une réponse qui est particulièrement intéressante, qui nous vient d'une une équipe de réponse à incident dans une entreprise, une grosse entreprise que je ne citerai pas, qui nous a fait un mail extrêmement détaillé avec plein d'étapes d'analyse où ils calculent des empreintes, ils vérifient, ils cherchent eux-mêmes dans les bases de transparence, etc. pour nous répondre à la fin que le endpoint qui correspond au certificat utilise maintenant un autre certificat et que du coup, il n'y a pas de vulnérabilité et qui ferait rien pour corriger. Donc, ce qui est bien évidemment mauvais d'un point de vue, si on réfléchit au fonctionnement de TLS. C'est quand même le type de réponse qu'on a reçu. Et ces gens-là, en plus, on a quand même essayé de forcer, on leur a répondu en leur expliquant que c'est pas comme ça que ça marche. Que la clé privée, et s'il y a un certificat et qu'il est valide, en fait, on peut quand même faire du man in the middle en utilisant juste un autre certificat que celui qu'ils ont utilisé sur leur service. Mais ils ont absolument refusé de révoquer et le certificat a fini par expirer. Coup de chance pour eux, il restait juste 1 mois de validité avant que le certificat n'expire et donc ils s'en sortent comme ça. Mais c'est le genre de réponse qu'on a reçu. Donc très peu de réponses et des réponses un peu affligeantes en termes de compréhension de TLS. Et on avait vraiment un objectif qui peut paraître surprenant et qui nous paraît peut-être surprenant, Gaëtan et moi rétrospectivement, c'était qu'on voulait contacter les propriétaires pour que ce soit corrigé à la source et puis qu'ils puissent éventuellement arrêter l'usage de la clé privée, qu'ils puissent éventuellement révoquer le certificat si c'était encore valide, parce que des fois ça a pris plusieurs semaines pour les contacter ou pour qu'ils nous répondent. Et puis il y avait aussi cette idée de se dire peut-être qu'ils ont envie de savoir d'où vient le leak, parce qu'ils vont peut-être avoir besoin de le corriger. Imaginons un système automatique qui va, au lieu d'envoyer sur un repository GitHub privé, l'envoie sur le public, on se dit que les équipes opérationnelles peuvent être intéressées. Et c'est ça qui nous a au début plutôt poussé à essayer de trouver les propriétaires. Et ce qui est rigolo aussi, et dont on parle pas dans le talk, c'est que Guillaume Valadon ou Gaëtan Ferry peut pas envoyer 4000 emails avec son compte Gmail professionnel. Et donc on s'est rapproché de nos collègues du marketing qui, eux, ont l'habitude de faire des envois plutôt massifs. Alors c'est pas du spam ce qu'ils font, hein. Ils parlent de notre société, des nouveaux produits, etc. Et on a dû avec eux travailler à des techniques habituellement utilisées dans le marketing pour faire du mailing et voir comment on était capable de passer de cette campagne de responsible disclosure avec des milliers d'emails à quelque chose qui va pouvoir vraiment être c'est ce qu'ils appellent la délivrabilité, pour être sûr que l'email qu'on envoie va être reçu. Et ça, c'était assez sympathique de travailler avec des collègues qui n'ont pas le même métier que nous et de voir comment est-ce qu'on peut faire la disclosure à une échelle qui me semble, moi, assez colossale. C'est intéressant cet élément-là. Des éléments qui, dans le genre, comme je dis, affligeants, dans les réponses que vous avez reçues, la grande compagnie n'a rien compris, mais il y a d'autres éléments, j'imagine, d'incompréhension assez importants que tu as juste effleuré, mais que j'imagine que ça serait peut-être important de signaler et pour aider justement à éduquer les gens à mieux comprendre comment sert un secret dans l'émission d'un certificat. Si on fait un résumé un peu rapide, quand on va demander un certificat, donc la première chose qu'on va faire, c'est générer une clé privée qu'on génère chez soi. On espère en tout cas qu'on la génère chez soi. Et on va ensuite aller contacter une autorité de certification, parfois mettre un petit billet sur la table au passage, et on va signer ce qu'on appelle une demande de certificat. Donc c'est un fichier qui contient les informations qu'on aimerait voir arriver dans le certificat, entre autres le nom de l'autre qu'on souhaite protéger dans le cadre de TLS. Donc ça, on va le signer avec sa clé privée, on va envoyer le fichier signé avec à côté la clé publique à l'autorité de certification. L'autorité de certification va vérifier que les informations sont bien correctes, qu'on n'est pas en train de demander un certificat pour le voisin, et du coup, loguer tout ça dans CT, mais en passant les détails. Renvoyer un certificat donc, qui contient à peu près les mêmes informations que la demande qu'elle-même va signer et qu'on va ensuite pouvoir déposer sur son site web. Ensuite, sur son site web, on a la clé privée.
le certificat public, et on peut du coup mettre en place son HTTPS, sa stack TLS. Ensuite, ce que va faire le site web, c'est qu'il va envoyer le certificat et non pas la clé publique. Et puis ensuite, le protocole se met en place entre le browser et le site web. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, et c'est un peu là que l'incompréhension se trouvait, surtout sur l'exemple qu'on vient de mentionner, c'est que le certificat n'est en fait qu'une partie publique qui ne contient pas le secret, et encore heureux, sinon ce serait une catastrophe en termes de sécurité. Et du coup, le certificat en fait n'est juste qu'un mapping, une association entre la clé publique qu'on va ensuite utiliser pour faire le chiffrement ou l'échange de clés dans TLS, et l'identité du site. Donc c'est juste simplement un élément qui permet de valider que la personne à laquelle on parle est bien la personne à laquelle on s'attend à parler. Donc en fait, la clé privée n'a rien à voir là-dedans. Et donc en fait, si on change un certificat euh, sans changer la clé privée, ou même en changeant la clé privée, ça n'invalide pas le précédent certificat et la précédente clé privée qui peuvent, entre guillemets, toujours être utilisés pour faire du man in the middle, pour attaquer le site web. En fait, il suffit du coup de se faire passer pour le service en utilisant l'ancien certificat, qui reste valide si on ne l'a pas révoqué. Donc, à partir de cette explication-là, puis il y a eu clairement une incompréhension de cette importance-là. La plupart des personnes qui vous ont, la plupart, le très petit nombre de gens qui vous ont répondu, de ces réponses-là, est-ce que vous avez eu des réponses hostiles par rapport à ce que vous avez, ou vous avez juste une indifférence un peu plus généralisée ou une incompréhension crasse? C'est là qu'on doit parler d'une étape supplémentaire qu'on a menée après l'envoi de tous ces mails. Dans les mails qu'on a reçus, on n'a pas reçu de menaces ou de réponses qui seraient un peu désagréables. Dans l'ensemble, on a eu une poignée de gens qui comprenaient le problème, qui nous ont remerciés, qui ont pris les actions nécessaires. On a eu plein de gens qui nous ont pas répondu, y compris, et ça c'est plus étonnant, des gens qui étaient reliés à des gouvernements. On a, dans le cadre de la recherche, trouvé 19 entités gouvernementales dont des certificats été compromis à cause de clés privées, et on n'en a, je crois, aucune qui nous a répondu après 2 semaines d'envoi de mail. Donc, encore une fois, on voit que on obtient vraiment très peu de réponses avec cette méthode-là. Donc en fait, ce qu'on a fait juste après, on s'est dit, on ne peut pas juste laisser ça comme ça et dire, bon, les gens ne répondent pas, tant pis pour eux. Donc du coup, en fait, on a décidé de contacter directement les autorités de certification et de demander la révocation de tous les certificats qu'on avait identifiés comme étant compromis. Donc, tout un procédé à suivre. Il faut trouver à qui envoyer les demandes, donner des preuves de possession de la clé privée. Et donc, on a fait ça. Et c'est là qu'on a commencé à recevoir, par contre, beaucoup d'emails de gens qui ne comprenaient pas pourquoi leur clé avait leaké, ou de gens qui étaient étonnés de recevoir des messages d'alerte de leur autorité de certification disant, attention, votre certificat va être révoqué, il faut en émettre un nouveau, sinon votre site ne va plus marcher. Donc là, on a reçu beaucoup de mails de gens qui nous demandaient d'où ça venait, qui cherchaient à comprendre, ce qui est plutôt un bon point. Et dans ce set de mails, pour le coup, on a reçu des mails qui étaient beaucoup moins agréables que dans le premier set, dont un qui nous a beaucoup fait rire, d'une personne qui nous a ouvertement insulté dans le mail, en disant que s'il n'avait pas répondu au mail qu'on lui avait envoyé la première fois, c'était pour une bonne raison, que la clé privée qu'il avait leakée était une clé privée qui voulait être publique parce que son service nécessitait une clé privée qui soit publique. Et oui, qui nous a vraiment... Là, j'ai beaucoup d'incompréhension comment une clé privée peut avoir une intention publique, là. L'idée, c'est de permettre à tout un chacun de récupérer cette clé privée, ce certificat, pour faire un faux service, pour faire l'interception. Donc, c'est plus des fins d'utiliser, par exemple, avec un burp, avec un man in the middle proxy, ou des choses comme ça, ou faire des expériences. Mais le nom du service n'était pas très explicite. En allant voir le site, c'était pas très clair pour nous que cette clé privée avait vocation à être publique. Et voilà. Et donc, lui nous a copieusement insulté, ce qui nous a quand même assez amusé, parce qu'on l'avait quand même contacté par email et correctement identifié. Hein. C'était pas forcément le cas de tout le monde. Donc ça, c'était assez joli. On a reçu quand même... Alors, il faut dire qu'on est français et qu'on a quand même une tendance à regarder ce qui fonctionne pas et peut-être un peu plus râler que les autres, mais les gens qui nous ont répondu, on a été très satisfaits des réponses, très encourageants.
beaucoup de gens qui étaient dans ce que nous on pense être des petites structures ou des structures publiques ou semi-publiques qui nous ont chaleureusement remerciés parce que eux sentaient vraiment la problématique et l'urgence du traitement. Et ça, bon, c'est moins amusant en conférence, mais il y a des gens à qui ça fait plaisir et on sait qu'on a aidé des petites structures et c'est vraiment notre métier et ce qui nous fait nous lever au quotidien. Donc ça, c'était un très beau résultat. Ouais. Et c'est bien d'avoir clarifié. Est-ce qu'il y a d'autres éléments plus, plus hostiles que vous avez reçus à part cet individu qui, clairement, son business a été déclaré? Là? On n'a reçu aucune menace, aucune tentative de poursuite judiciaire, etc. Dans l'ensemble, c'est resté assez mesuré, surtout que finalement, les gens qui nous ont contactés par la suite, après la révocation par les autorités de certification, ont été, eux, contactés par leur autorité de certification. Et donc, du coup, il y a, entre guillemets, le côté autoritatif de l'annonce qui, à mon avis, rend le procédé plus simple d'un point de vue légal. On ne peut plus vraiment faire grand-chose une fois que c'est l'autorité de certification qui vient pour dire « Attention, votre clé est compromise. On nous a notifié que votre clé était compromise, révoquée. » Donc non, là-dessus, on est quand même resté dans du correct, si ce n'est cette poignée de messages d'insultes de gens qui ont des clés privées publiques, ce qui reste un concept intéressant. Est-ce que aussi, sur le moment, ça a été dur pour nous parce que on a passé des semaines à faire cette disclosure, ce signalement. On a travaillé avec notre collègue là, Anthony du marketing. On était très fatigués, c'était des très grosses journées. Et quand on recevait ces mails via des bug bounty ou des très grosses sociétés, et comme disait Gaëtan, sur des équipes qui sont a priori très sensibilisées à la sécurité et qui nous expliquaient par A plus B que c'était pas un problème et qui feraient rien, on s'est quand même demandé l'un et l'autre, est-ce que c'est pas nous le problème? Est-ce qu'on comprend finalement TLS? Est-ce qu'on comprend ce que c'est une clé privée? Et on a eu quand même, avec cette fatigue, moi je me souviens d'avoir un moment de doute où j'ai même dû demander à des anciens collègues de l'ANSSI avec qui on avait fait beaucoup d'analyses de TLS, je fais, attendez, c'est moi qui suis débile ou alors en fait il y a un vrai problème systémique? Bon, c'était la fatigue, donc c'est effectivement un vrai problème systémique et massivement les gens ne comprennent pas le problème. Mais c'est grave globalement que les gens ne comprennent pas à quel point. Puis toute notre infrastructure, surtout qu'il y a beaucoup de débats publics sur la place de la cryptographie dans la protection des communications comme ça, et que vous avez mis en lumière facilement, vous avez quand même 1 million de clés privées dans vos bases de données, que vous avez réussi à faire des rapatriements comme ça. Puis avec le si peu de recul, puis de l'autre côté, on essaie de défaire la crypto, de se battre contre ça. Donc, c'est pour moi un peu un élément paradoxal sur où on se trouve là-dedans. Et donc, finalement, ce que vous démontrez bien à travers votre présentation et la recherche, que les gens ne maîtrisent pas comment fonctionne la cryptographie. Et je pense que le problème fondamental à faire, c'est peut-être la littératie du fonctionnement de la cryptographie qui est un élément important. Là. Il y a ça, et puis il y a. Alors, on s'est beaucoup posé la question de est-ce qu'on pouvait collaborer avec des groupes de travail, avec l'IETF, avec des gens qui font plus de crypto, et puis nous, on n'est pas forcément une structure Guildgarden qui a vocation à faire ça, à pousser des changements. Il y a quand même un élément fondamental. On a toute la communauté, on va dire, des certificats et des autorités de certification dont fait partie Let's Encrypt, qui va petit à petit, sur ces prochaines années, drastiquement réduire la durée d'un certificat. Donc on va approcher la quarantaine de jours, 47. Et ça nécessite de l'automatisation dans la génération du certificat, la récupération du certificat, la distribution à différents systèmes, que ce soit des sites web ou alors peut-être pourquoi pas des VPN. Et donc tout ça va nécessiter l'automatisation pour aller récupérer, acheter un certificat et le distribuer. Et en fait, ce qu'on peut voir aussi, c'est que si vous êtes familier ou si les auditeurs sont familiers de Let's Encrypt, il y a un outil qui s'appelle Certbot. Certbot fait aussi du renouvellement de clés privées. Et donc peut-être que finalement l'une des solutions, alors oui, éduquer les gens c'est bien et les sensibiliser. Moi j'aurais tendance à penser qu'une bonne solution c'est de se dire une clé privée, quel est l'intérêt de continuer à utiliser une clé privée si le certificat correspond à expirer? Pourquoi pourquoi garder la clé de chez vous alors vous avez déménagé? C'est un petit peu ça. Renouvelons tout, vous renouvelez votre certificat, renouvelez aussi la clé privée. Ce ne sont pas comment dire, c'est pas très coûteux en termes de temps de calcul. Et ça peut être une solution. Et Certbot, aujourd'hui, pour les gens qui utilisent des versions de Certbot récentes, que ce soit pour Let's Encrypt ou des autorités de certification interne, ont déjà ça. Donc un renouvellement systématique de la clé privée avec le renouvellement du certificat.
Parce qu'il y a peut-être quelque chose qu'on a oublié de dire, mais sur l'ensemble des clés privées qu'on a trouvées et qui correspondaient à un certificat, on en a 20% qui avaient fuité plus de 2 ans avant la date d'expiration du certificat le plus récent. Ce qui veut dire qu'on a des clés qui avaient fuité en 2020, 21, 22, 23, et qui avaient ensuite été utilisées pour émettre de nouveaux certificats. C'est-à-dire que la clé a fuité, elle est associée à un certificat, le certificat expire, vous renouvelez votre certificat, vous réutilisez la même clé. Et la clé, elle a fuité, donc en fait, vous êtes toujours compromis, et ça peut durer comme ça pendant des années si vous ne renouvelez pas votre clé privée. Et c'est vraiment là que le côté, la nécessité de renouveler sa clé privée, qui en théorie ne sert plus à rien, hein, une fois que le premier certificat a expiré, prend tout son sens. Si on avait fait ça depuis le début, on aurait eu 20% de certificats compromis en moins dans notre recherche. Très intéressant. Ça fait un bon tour de la situation. Est-ce que vous avez des éléments à partager en terminant? Clairement non. Mais merci beaucoup pour ce partage-là, très intéressant. Je crois qu'on va se reparler de toute façon parce qu'il y a beaucoup d'autres facettes à vos recherches qui sont intéressantes, qui je pense mériteraient d'être exposées plus largement, du moins dans le public francophone, et d'aider une meilleure maîtrise des technologies de la sécurité. Merci beaucoup. Merci. Merci.